Bon, c'est avec plaisir que je me trouve devant vous ce soir. S'adresser à un public composé en grande majorité d'élèves, c'est intéressant. Alors, je fais évidemment le lien avec une manifestation qui, dans cette même salle, a eu lieu il y a 30 ans. C'était le 11 avril 89. Nous avions l'avantage de recevoir François Mitterrand, le président de la République, qui parrainait une promotion appelée Eureka en fonction d'un grand programme européen. En fait. Voilà donc le plaisir que j'ai à être devant vous. Et je, les perspectives, c'est aussi avec des personnes qu'on les fait. Alors, avant d'être élève dans cette école, entre 1952 et 1955, c'est très loin, comme vous voyez, euh, j'avais comme référence, en quelque sorte, dans mon village du Pas-de-Calais, donc Oudin, près de chez moi, habitait un ancien élève, Florent Beugin, qu'on ne voyait pas souvent à Oudin parce qu'il était directeur général des charbonnages du Tonkin en Asie. Et par ailleurs, dans la grande ville voisine de Bruay en Artois, le maire de la ville, qui était un ancien élève aussi, donc ingénieur divisionnaire à la compagnie des mines de Bruay, donc dirigeait une ville qui était passée d'un village de quelques centaines d'habitants à plus de 30 000 habitants parce que dans cette région, la partie minière avait donné une explosion. Euh, il y a eu un moment 250 000 emplois, disons, venant de l'activité des houillères. Donc voilà, c'est un peu la trace que je voulais présenter devant vous. Mais il est évident que le sujet pour lequel j'ai souhaité intervenir est très lié à l'actualité du débat public. Et j'avoue que j'ai une petite expérience des problèmes du débat public qui m'a amené à m'interroger sur le partage des connaissances nécessaires pour avoir l'espoir qu'un débat public puisse être utile. Alors, j'ai une expérience qui a été faite sur le plan technique. Il se fait que dans le cadre de la Constitution française aujourd'hui, il y a une possibilité de participer aux décisions dans le domaine de l'environnement grâce à la Commission nationale du débat public. Alors, j'ai été amené dans les années 2003-2007 à coordonner 3 débats ayant lieu au Havre, à Bordeaux et à Dunkerque sur des projets de terminaux méthaniers. Et quand vous avez devant vous un millier de personnes qui ont une opinion, bien entendu, sur la perspective de voir un terminal méthanier se construire, comment faire en sorte que les données sur l'énergie, dont on vous a parlé tout à l'heure, puissent servir de base au raisonnement. C'est quasiment une mission impossible. Les spécialistes du sujet, déjà dans l'emploi des unités, un gigawattheure, terawattheure, TEP, joule, etc., il y a une espèce d'impossibilité que l'on rencontre de faire en sorte que les éléments de base pour participer au débat public puissent être, disons, mis en place. J'ai eu l'occasion de participer à une autre commission nationale du débat public. C'était sur une nouvelle liaison autoroutière entre Amiens, Lille et la Belgique. Et donc, là aussi, il y avait une espèce d'opposition assez forte à avoir doublé l'autoroute A1. Et je n'oublierai jamais le désarroi du jeune ingénieur des ponts et chaussées qui essayait de convaincre une salle assez hostile que ce que disait son modèle était la vérité. Donc, il y a une nécessité, si on veut faire en sorte que le débat public existe,
de s'interroger sur le partage des connaissances. Et dans le domaine du partage des connaissances, je suis assez convaincu que le monde des ingénieurs et des scientifiques a une place prépondérante à prendre dès les écoles d'ingénieurs. Les étudiants peuvent déjà, à mon avis, s'intéresser à ce sujet. Alors, le retour d'expérience que je fais de cette participation à des débats publics sur des sujets techniques environnementaux me fait dire tout d'abord que on est amené à débattre sur des sujets qui peuvent être difficiles, et on peut toujours s'interroger, est-ce que c'est vraiment utile ? Mon expérience de ces débats publics me fait dire que c'est toujours utile. Ça n'est pas toujours totalement satisfaisant, les résultats ne sont pas toujours aussi construits qu'on le souhaiterait, mais je n'ai pas connu de débat public pour lesquels on puisse se dire bah, tout est négatif, ça ne servit à rien, etc. Alors pour prendre un exemple délicat pour le ministère de l'Environnement, il y a eu un grand débat public à l'échelon national sur les nanotechnologies. Et là, le débat a tourné court parce qu'un certain nombre d'associations se sont opposées à la tenue du débat. Donc, alors, on peut, dans ce cas-là, se dire que le débat n'a servi à rien, mais même là, on est en droit de se dire que les différents acteurs dans le domaine des nanotechnologies, et ils sont nombreux, en termes de ministères, il y a 7 ministères dans tout gouvernement intéressés aux nanotechnologies, sont pour le moins obligés de se concerter pour définir une parole commune, et ça, c'est loin d'être négligeable. Alors, c'est un peu ce que je retiens de ces débats publics, en ayant aussi l'idée que le partage des connaissances est difficile. Certains pourraient être tentés de dire impossible, et le recours vers l'expertise, les experts, peut être, aux yeux de certains, une solution, une voie de sortie. Alors, faire partager les paroles d'experts, ça ne sera jamais plus simple que de faire partager les connaissances. Donc, c'est un peu un faux débat que d'opposer, en quelque sorte, connaissances et paroles d'experts. Alors, dans les médias, dans tout débat, jouent un rôle important, et on peut un peu s'interroger sur le fait que dans les médias, il y a parfois des journalistes spécialisés, des journalistes scientifiques, des spécialistes du droit, etc. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe, la tendance dans notre monde aujourd'hui, c'est que les journalistes spécialisés sont de moins en moins nombreux. Oui, on se réfugie dans des choses certainement plus générales, et quand on offre aux élus la possibilité de rentrer davantage dans les choix technologiques que doit faire tout pays, on est obligé de constater que ce n'est pas très facile. Il y a dans notre pays un office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Et on voit bien que les élus, d'une manière générale, ont délégué à quelques spécialistes la participation à cette structure. Donc, s'attaquer au partage des connaissances pour faciliter le débat public n'est certainement pas très simple, et il faut peut-être accepter de faire preuve d'un peu d'utopie. Alors, c'est un peu ce que je vais faire devant vous, en vous disant que j'ai eu l'occasion de fréquenter ceux qui, dans la fonction publique, constituent les corps d'inspection. Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales et sanitaires, corps des ponts et chaussées, corps des mines, etc. Et
on trouve dans ces personnes qui ont reçu une formation assez remarquable et ont fait des tâches d'exécution au bénéfice du gouvernement, on tous des personnes qui sont peut-être capables de s'intéresser au partage des connaissances à la condition d'accepter de travailler avec d'autres structures, et je pense à des structures associatives du type ATD Quart Monde, le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge, etc. Si on arrivait en quelque sorte à faire travailler ensemble des hauts fonctionnaires très connaisseurs de leur domaine, avec des bases scientifiques fortes, des bases économiques, et des personnes connaissant bien le monde, disons, réel, du terrain, etc., on pourrait peut-être un jour mettre à la disposition des citoyens de notre pays donc des cahiers que j'aurais tendance à appeler de la démocratie participative. Parce qu'on a besoin d'outils et d'outils qui puissent être en quelque sorte présentés à l'ensemble des citoyens. C'est des choses qui manquent aujourd'hui. Quand vous lisez, on vous a longuement parlé de l'accès à l'information, il est certain que si on veut que nos concitoyens puissent s'intéresser à des problèmes un peu complexes, et les problèmes sont dans notre société de plus en plus complexes, il faut mettre en place des moyens d'une certaine forme de pédagogie. Alors, pour imaginer que des cahiers de la démocratie participative puissent exister, je m'appuie un peu sur une expérience fort modeste, mais qui a joué un rôle important. Il y a une cinquantaine d'années, un organisme qui s'appelait l'Union féminine civique et sociale, l'UFCS, s'est mis dans la tête de faire en sorte que les femmes participent davantage aux associations, aux communes, aux activités d'élus, etc. Et cette organisation avait mis au point des cahiers d'information civique qui, année après année, ont permis à des personnes d'avoir les bases nécessaires pour devenir des élus, etc. Donc, il y a une possibilité et il y a des personnes ouvertes à ce type de débat, même dans la haute fonction publique. Pour prendre un exemple qui m'est assez cher, il y a un inspecteur général des finances qui a créé il y a 30 ans SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage, en disant, il y a 30 ans, qu'il fallait se préoccuper du chômage d'une autre manière qu'on le faisait jusqu'à présent, etc. Donc, il y a un inspecteur général des finances, Jean-Baptiste de Foucauld, pour le nommer, a pris cet engagement qu'il tient toujours, etc. Et il y a 2000 équipes en France qui travaillent avec ces bases-là. De la même manière, si vous voulez, on peut se dire que dans nos grandes écoles aujourd'hui, il y a un mouvement qui conduit à faire en sorte que les étudiants travaillent avec le milieu associatif. Et ça, c'est dans la formation quelque chose qui peut se développer, qui existe déjà. Et j'avoue que pour avoir suivi, notamment dans cette école, des étudiants qui sont allés parler avec les gens qui fréquentent les restos du cœur de problèmes d'énergie, ils ont vu après, d'une manière tout autre, les problèmes d'énergie. Cette relation avec des associations très, très engagées auprès des plus démunis conduit à faire prendre en compte par les futurs cadres des données sociales qui ne peuvent pas s'inventer, en fait. Alors, j'en profite pour dire que on voit bien tout à l'heure, il a été évoqué la frugalité en matière énergétique.
elle est vraie aussi, cette donnée, dans le domaine technologique. Tous les ingénieurs que nous formons rêvent de bourrer de technologie tous les appareils pour une utilité qui est souvent quand même un petit peu restreinte. Donc, il y a une espèce d'éducation, peut-être à la frugalité technologique dont on peut espérer qu'elle puisse se développer. En fait. Alors, il est évident que si on veut faire des choses totalement nouvelles dans le domaine de la démocratie participative, il faut s'interroger aussi sur le travail des chercheurs. Alors, j'aurais tendance à penser que le Conservatoire national des arts et métiers a dans les domaines nouveaux un savoir-faire qui est à signaler. Il y a quelques dizaines d'années, quand on a voulu s'intéresser dans notre pays au travail social, on s'est aperçu que toutes les recherches étaient dans beaucoup de disciplines. Pour les réunir en une seule, on a créé une chaire du travail social au Conservatoire national des arts et métiers. Alors j'imagine qu'on pourrait aujourd'hui créer au Conservatoire national des arts et métiers donc une chaire de la démocratie participative. Alors, ça veut dire que les chercheurs et tout ça, ça intéresse forcément les personnes qui font des études supérieures, le monde de la recherche. Mais si on veut avoir une action longue, en profondeur, il faut évidemment mettre en place une autre autorité que celle de l'État. Il y a eu des exemples tout à l'heure pour montrer que l'État a toujours un peu tendance à donner les choses telles qu'elles lui plaisent, etc. Donc, il existe dans notre pays des autorités administratives indépendantes. C'est vrai dans le domaine du nucléaire, c'est vrai dans le domaine de l'audiovisuel. Ces autorités administratives indépendantes, sans être parfaites, permettent quand même de développer une action de long terme. Alors on peut imaginer que si on voulait avoir un développement d'une certaine forme de démocratie participative, une autorité administrative pourrait être constituée et faire en sorte qu'on travaille sur le long terme. Alors, tout ça, évidemment, correspond à l'idée que la seule démocratie, disons, représentative, qui est la nôtre aujourd'hui, ne pourra pas rester seule, qu'il faudra y associer une démocratie participative. C'est un peu ce qui se réfléchit aujourd'hui. Au passage, dans le grand débat national qui vient d'avoir lieu, la présence des jeunes et des étudiants n'a pas été très forte. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut changer un peu les choses et les changer en acceptant de regarder avec des yeux un peu neufs le problème. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas conserver à ce qui existe aujourd'hui un rôle fondamental. Et bien entendu, si on veut des citoyens plus formés dans notre pays, l'école reste l'élément majeur, l'école, le système public tel qu'il existe, bien entendu. Alors, il faut aussi s'interroger sur l'outil Internet, dont on dit bien sûr le plus grand bien, c'est un outil remarquable, mais comment faire en sorte que tout le monde ait accès à ce moyen? Si on veut partager les connaissances, il faut certainement savoir mieux utiliser les outils que représentent, disons, les réseaux sociaux, l'informatique, etc. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on chiffre à 14 millions de Français le nombre de ceux qui sont hors jeu en informatique. 14 millions. Il y a 47 millions d'électeurs dans notre pays. Hein. Alors tout ceci donc peut être regardé
Et puis en regardant aussi dans un domaine, on revient vers les écoles d'ingénieurs, celui du domaine du partage des connaissances dans les domaines scientifiques. Les choses ne vont pas d'elles-mêmes. Partager les connaissances scientifiques, ça n'est pas si simple. Donc ça nous amène à être modestes quand on veut partager les connaissances pour le débat public. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci.